Ouf, c'est pas un calepin que ça me prend ce mois-ci, c'est un cartable. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu, mon nom est Sylvain et c'est le temps du quoi de neuf du mois de janvier. Alors le mois de janvier a été un mois ludique assez rempli pour ma part. J'ai joué à énormément de jeux différents, mais également énormément de nouveautés. Donc ça fait en sorte que j'ai un paquet de jeux dont j'ai plein de choses à vous dire et on va partir ça en rafale. Donc préparez-vous, ça va être un bon quoi de neuf bien rempli. Je commence avec des statistiques. Pendant le mois, j'ai joué 53 parties de 39 jeux différents. Là-dedans, il y en a 25 que c'était la première fois que j'y jouais. Donc, un mois rempli, mais également un mois diversifié. J'ai pas joué uniquement au même jeu, j'ai vraiment essayé un vaste éventail de jeux. Parce que lors de notre vidéo du bye-bye, j'ai mentionné publiquement une résolution ludique. Donc, je me suis dit, et j'ai pris l'engagement devant vous, que j'allais essayer de baisser le nombre de jeux que j'avais non joués. Donc, qu'on appelle ça le shelf of shame, l'armoire de la honte. Ultimement, je voulais vider mon backlog. Donc, les jeux que j'ai dans ma collection, qu'à la fin de l'année, j'en ai aucun. Donc, j'ai décidé de commencer à mettre les bouchées doubles. Et ce mois-ci, je me suis dit, tiens, là, c'est le temps d'explorer un paquet de jeux différents. Juste pour bien compléter, j'ai regardé un peu, je suis fan de statistiques. Donc, j'ai regardé ça et au début de l'année, donc en date du 1er janvier 2020, j'avais 42 jeux non joués dans ma collection. Et là, maintenant, à la fin du mois, je peux dire que je suis rendu à 28. Donc, j'ai donné la go, j'ai essayé de jouer un paquet de jeux différents parce que justement, c'est beau les avoir dans notre collection, mais c'est bien de les essayer pour voir parce qu'il y a tellement de jeux intéressants qui s'offrent à nous que ça s'en vient difficile de réussir à trouver ceux-là qui vont nous plaire vraiment. Donc, je commence immédiatement mon quoi de neuf avec un petit jeu que j'avais entendu beaucoup de bien. J'ai beaucoup d'amis qui en ont parlé en très bien. C'est le jeu Fertility. Fertility est un petit jeu très léger. Attendez-vous pas un gros jeu. C'est vraiment très simple. Un jeu où on va placer des tuiles, où on va devoir récolter également des ressources pour pouvoir compléter essentiellement des petits contrats qu'on va placer sur notre plateau de jeu. Un jeu très simple, mais c'est le genre de jeu passe-partout qui peut se jouer très facilement. Donc, il est rapide à montrer, rapide à jouer et c'est vraiment un bon petit filler de gamer, je dirais. C'est une boîte un peu grosse pour ce qu'elle offre, mais ça reste que le jeu offre quand même beaucoup à l'intérieur, puis j'ai trouvé ça intéressant. C'est un petit jeu que je n'ai pas dans ma collection, mais je pense bien que je vais peut-être bien en faire l'acquisition parce que je pense que c'est le genre de truc qui est assez facile à pouvoir sortir à peu près avec n'importe qui. Un autre jeu que j'ai joué, et là c'est mon ami Mathieu qui m'avait conseillé ce jeu-là et c'est lui qui est venu me le montrer, c'est le jeu Samurai de Reiner Knizia. Le jeu Samurai est un jeu de contrôle de territoire, en fait de placement de territoire. On va placer sur un territoire, on va devoir placer des jetons qui vont être là pour essayer de prendre le contrôle au milieu de différents altars ou des choses comme ça. Donc, on a un plateau de jeu et là, ça va être un placement. C'est un jeu abstrait ultimement. C'est un puzzle où on va devoir tenter de presque déjouer les plans de l'adversaire en jouant des chiffres parce que le but, c'est que quand que je me rappelle plus comment on appelle ça, je pense l'altar ou quelque chose comme ça, est entouré, on calcule la valeur pour voir le joueur qui va le mériter. Donc là, ça devient une espèce de souk à la corde qu'on va jouer avec l'autre joueur, essayer de patienter avant d'aller sur certains objectifs. J'ai trouvé que le jeu était très intéressant et vraiment fidèle à Reiner Knizia qui nous offre souvent des jeux comme ça. Ça m'a donné un petit feeling de Lost Cities, un jeu que j'apprécie vraiment beaucoup. Des décisions difficiles à prendre, essayer de délayer les actions pour que l'adversaire se commette à un endroit et j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Une seule partie de jouer, mais c'est un jeu que je vais rejouer avec grand plaisir. Parlant de petits jeux légers, j'ai joué également à Sushi Roll. Sushi Go est pour moi un jeu de draft que j'apprécie beaucoup. On a joué énormément. Et quand j'ai vu la version de D, je trouvais ça très intéressant. Je disais, bon, parfait. Et en plus, on se le cachera pas, Sushi Roll, le jeu de mots est délicieux. Donc, petite blague mise à part, Sushi Roll reste que c'est un jeu de draft où on va avoir des dés. Ça reprend pratiquement le même concept que Sushi Go. Je pense que ça le rend peut-être plus facile d'approche les premières fois, quand c'est des dés, on les voit sur notre plateau. Un petit jeu très sympathique qui va pouvoir sortir facilement les soirées avec les couples d'amis ou même pouvoir jouer avec ma fille. J'ai fait les premières parties justement avec elle. Après ça, je les montrais à des couples d'amis, puis ça a quand même bien passé. Fait que c'est le genre de petit jeu passe-partout. Encore une fois, dans le très léger, mais des fois, ça fait du bien avoir de ce genre de jeu-là. Un autre jeu que j'ai joué, celui-là, j'avais hâte de l'essayer. C'est un jeu coopératif qui s'appelle Roll for Adventure. Donc, dans Roll for Adventure, on va devoir
c'est un jeu de placement de dés ultimement. Donc, on va devoir placer nos dés avec certaines valeurs pour compléter différentes... différents objectifs de dés, donc certaines cases, donc il y a 4 côtés du plateau et on va devoir monter nos marqueurs pour pouvoir essayer de réussir à accomplir un paquet de petits objectifs comme ça. Pendant ce temps-là, il y a des ennemis qui vont nous attaquer. Il y a un côté médiéval fantastique. Lorsque les dés vont justement être utilisés, des fois ils vont être retirés du jeu par les méchants. Donc c'est un jeu coopératif, un petit jeu encore une fois très très léger, un jeu très familial, mais dans le côté coopératif avec du placement de dés, ça peut être une bonne introduction au genre de jeu. Maintenant, j'y vais avec Imperial Settlers Roll and Write. Alors, Imperial Settlers est pour moi une franchise que j'apprécie vraiment beaucoup. J'ai le jeu d'origine que j'ai joué énormément. Il y a également Empires of the North, l'Empire du Nord, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. J'ai pas encore assez joué, mais c'est un univers que j'aime vraiment beaucoup. Donc, quand j'ai vu une version Roll and Write, je me suis dit, tiens, parfait, c'est vraiment... il faut que je mette la main dessus. Ça a pris du temps avant que je l'essaye. Je l'ai finalement essayé en solo la première fois. Et je pense que c'est peut-être pas nécessairement à cause du jeu, mais je pense que je m'en viens un peu brûlé des Roll and Write. Donc, il y en a beaucoup qui sont sortis. Je dirais que Welcome To a fait un gros buzz, mais il y a aussi Gunshot Clever qui était très futé. Donc, tous ces jeux-là sont comme... J'ai eu un trip que j'ai vraiment aimé ça. Je l'ai essayé beaucoup, je l'ai joué beaucoup, mais à un moment donné, je pense que c'est peut-être juste le genre de jeu que je pense que j'ai fait le tour un peu. Certains, il y en a toujours des bons. Donc, je dirais que Imperial Settlers Roll and Write, pas un mauvais jeu, mais je pense que c'est moi qui est un peu tanné du phénomène là, des Roll and Write. Fait que c'est pour ça que mon appréciation a été coup-ci, coup-ça. Un autre jeu que j'ai aimé, et celui-là j'avais hâte de l'essayer, c'est Chocolate Factory. Celui-là, je l'ai juste essayé en solo, mais je trouvais le thème très intéressant parce qu'on va devoir fabriquer des chocolats, mais le concept est, on a une usine de montage, donc on a un petit plateau qu'on va pouvoir déplacer, qu'on va pouvoir glisser, et là il y a différentes stations. Donc on va arriver à une première station, donc on va pouvoir faire des habiletés ici comme ça. Ensuite on va pousser. Et on va pouvoir réaliser d'autres actions. Donc, on va pouvoir... il y a un petit côté engine building. Inutile de dire que c'est quelque chose que j'aime. Donc, c'était le fun de pouvoir essayer d'aligner les combines pour pouvoir justement transformer notre graine de coco, pour pouvoir faire des palettes de chocolat de différents types, des bonbons, des choses comme ça. Et je trouve ça intéressant, mais des objectifs à remplir. J'ai bien hâte de l'essayer en plusieurs joueurs. C'est certain qu'une partie solo, c'est pas vraiment assez pour pouvoir me donner une appréciation du jeu. Mais j'ai trouvé que le thème était très intéressant. Et le petit concept de la boucle de convoyeur qui va se promener pour pouvoir se déplacer, j'ai vraiment trouvé ça intéressant. D'essayer d'aligner les différentes stations pour pouvoir optimiser nos moves. J'ai vraiment trouvé ça super. Parlant du thème, on est dans les friandises, Cupcake Empire. Bon, j'ai déjà fait une vidéo sur la chaîne, mais j'ai joué puis je trouve que ce jeu-là est tellement intéressant parce que, bon, oui, il est rose, oui, il est très coloré, mais j'ai trouvé que le jeu avait un concept rafraîchissant de placement de dés à nous offrir et ce concept même du jeu-là se trouve à être vraiment l'essence même du jeu. J'ai vraiment trouvé ça le fun. C'est bien pensé, placer les dés comme ça, essayer de les déplacer pour pouvoir générer une action plus basse. Si vous comprenez pas trop ce que je dis, allez voir ma critique du jeu, mais j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Ça devient un placement de dés, mais en plus de ça, je me lève avec un jeu de course parce que les parties finissent très très rapidement. Même que des fois, je dirais que c'est peut-être un petit bémol que j'aurais. Je trouve qu'on commence à prendre notre envol et là c'est terminé, mais souvent c'est le signe d'un bon engine builder. Un peu comme, je dirais, il y a beaucoup de jeux que ça fait ça comme ça, que quand on est rendu avec un engine qui fonctionne bien, eh bien c'est déjà terminé parce que de toute façon, après ça, ça ressuscitait en continuant de monter. Donc, Cupcake Empire, un jeu qui est très populaire à ma table. J'ai vraiment trouvé ça le fun de pouvoir le présenter à beaucoup de gens. J'ai joué beaucoup de parties. C'est un bon petit jeu que je conseille à tout le monde. Maintenant, un autre jeu, celui-là, j'ai reçu de Kickstarter. J'avais très très hâte de l'avoir et je pense que je vais essayer de vous le présenter ce mois-ci à la chaîne. C'est le jeu Mechanica. Mechanica, on se le cachera pas, c'est un jeu très simple. Donc, c'est une usine de montage, on va avoir un petit robot et on va déplacer notre robot, encore une fois, sur une espèce de convoyeur, un peu comme Chocolate Factory. Et là, il va pouvoir s'arrêter à différentes stations pour générer différentes habiletés. Que ce soit de se séparer en plusieurs robots ou de se transformer en robot d'un type plus élevé. Et le jeu vient avec un magnifique plateau et des belles pièces de puzzle. Donc, les pièces qu'on va placer dans notre plateau de jeu pour pouvoir modifier nos convoyeurs puis notre usine, ça va être des pièces de puzzle, des pièces de casse-tête qui vont venir se placer. Et là, ils vont nous donner des nouveaux chemins, des nouvelles stations qu'on va pouvoir s'arrêter. La boîte aussi sert d'office littéralement de plateau de jeu parce que à l'intérieur, il y a une petite rondelle qui va tourner et là, quand on va déplacer les tuiles pour les acheter, éventuellement, il y en a un avec un trou. Il y a un trou au bout. Donc, quand la tuile aura fait le tour, elle va tomber dans le trou et là, elle va être recyclée. Donc, un petit jeu ingénieux. C'est certain que le jeu, il va probablement manquer de rejouabilité. J'ai joué quelques parties à date. C'est pas un jeu que je me dis qu'il y a énormément de profondeur, mais j'ai trouvé que le thème, le look, puis était très différent et c'est pour ça que Mechanica, pour moi, j'ai vraiment apprécié. Un autre jeu que j'ai reçu de Kickstarter, et celui-là, j'avais très très hâte de l'essayer parce que, bon, premièrement, le jeu a fait beaucoup de vagues. C'est le jeu Unbroken.
Donc, Unbroken de Golden Bell Studios, un projet Kickstarter, un déraillement de train complet. La compagnie a manqué d'argent. Il y a des gens qui ont pas reçu leur copie. Les gens sont même pas certains de le recevoir. Et là, je trouve ça plate parce que, bon, je suis chanceux, j'ai reçu ma copie, mais je sais qu'il y a beaucoup de monde qui n'auront pas le fulfillment total. Il y a des gens qui sont encore en attente. Et là, il y a eu beaucoup de rage contre le studio, beaucoup de choses qui sont dites. Je pense qu'ils ont agi vraiment de manière peu professionnelle dans beaucoup de cas. C'était une grosse déception. J'ai trouvé ça plate ce qui est arrivé avec les projets parce que Kickstarter, bon, c'est rendu qu'on est habitué, mais de temps en temps, il arrive des projets comme ça qui sont des échecs. Ceci dit, ils ont quand même réussi à livrer certains jeux. Mais quand je l'ai reçu, c'est un jeu solo. Donc j'avais très hâte, mais là, j'ai regardé le livre de règles, puis c'est une bonne brique. Donc c'est quelque chose qui avait de l'air assez épais. Et là, j'ai trouvé ça drôle parce que je me dis, crime, pourtant, un jeu solo ne doit pas être si compliqué que ça. Le livret de règles, quand même un bon format, mais j'avais pas été nécessairement intimidé, mais j'étais pas pressé de le visiter. Donc je l'ai laissé sur ma tablette pendant quelques temps. Mais là, à un moment donné, je me suis dit, il fallait que je l'essaye. Et là, en lisant le livre de règles, j'ai compris que l'explication, qui avait l'air très lourde, c'est très clair, c'est très concis, il explique beaucoup de choses, il y a beaucoup d'exemples. Et j'ai pu enfin essayer ce jeu-là. Et laissez-moi vous dire que comme jeu solo, j'ai vraiment été impressionné. Donc, c'est un jeu où on va devoir affronter des monstres, bien entendu, mais pouvoir gérer différents paramètres. Et là, les plateaux de jeu sont vraiment super. On va tenir compte de toutes nos statistiques comme ça. On va récolter des ressources qui vont nous servir à forger des armes, des choses comme ça. Et contrairement à beaucoup de jeux solo qui sont basés autour des dés, du hasard, comme mettons One Deck Dungeon ou encore Hostage Negotiator, je dirais que ici on a des actions, donc on va gérer notre jeu avec des actions qui vont être faites. Et là, je pense que le jeu, c'est vraiment le type de jeu solo que j'attendais. Des décisions très importantes à faire, très intéressantes à faire aussi. Le challenge est vraiment présent. Essayer de voir comment on va gérer nos choses, nos ressources, notre fatigue, les différents éléments quand on va explorer. On va avoir des choix très intéressants à faire. Unbroken est vraiment un beau petit bijou côté solo. Et ça avait pris du temps avant que je le découvre. Et là, je commence à peine à rentrer. Puis je pense que c'est rendu mon jeu solo. Quand que j'ai quelques minutes à passer, j'ai envie d'une petite partie solo. Je sors Unbroken. Les parties vont très très bien un coup qu'on comprend le roulement et c'est très fluide. Donc un excellent jeu. Si vous avez eu la chance de recevoir votre copie, malheureusement ceux-là qui l'ont poursuivi et qui sont en attente, je suis désolé pour vous, mais Unbroken, un super thumbs up pour moi. Un autre jeu que j'avais dans ma pile de la honte, un jeu que j'avais pas joué encore malgré le fait que là le buzz est passé depuis longtemps, c'est Azul, les vitraux de Sintra. La version que j'appelle affectueusement la version de Frank Sinatra. Donc les vitraux de Sintra, Azul, ça ressemble beaucoup à l'original. Et là, l'original est un jeu qui a été très populaire à ma table. Je pense que je me suis même un peu tanné parce que les gens me demandaient voulaient tout le temps le jouer. Puis c'est correct, les couples d'amis ont vraiment apprécié. Ça fait en sorte que j'ai joué probablement plus que beaucoup d'autres jeux. Donc ça témoigne quand même que c'est un bon jeu. Donc, quand ils ont sorti la deuxième version, je l'avais rapidement acheté, j'avais très hâte, mais elle était restée là dans mes étagères pendant très 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 longtemps. Donc, vraiment assez longtemps pour que j'en parle pendant mon throwback. C'était un jeu que j'avais depuis un an et que je n'avais pas joué. J'ai choisi d'y jouer et j'ai bien apprécié mon expérience. Je sais pas encore si je suis prêt à dire qu'il est meilleur que le premier. Je l'ai trouvé intéressant, je l'ai trouvé amusant. C'est certain que, bon, c'est des concepts qu'on connaît déjà. Azul est un jeu, puis je pense qu'il y a une nouvelle version qui vient de sortir qui supposément est un petit peu plus gamer, mais encore là, j'y ai pas joué encore. On sort pas des sentiers battus, on prend des tuiles, on les place dans le milieu, des choses comme ça, on va les placer sur notre plateau. Ça révolutionne pas la roue parce que bon, ils ont créé un précédent, mais je pense qu'ils ont réussi à trouver un concept qui marche, puis ça, je peux pas leur enlever. Ça reste des jeux qui sont accessibles, qui sont visuellement très attrayants, avec les belles tuiles comme ça, c'est toujours le fun. Puis c'est toujours des jeux qui passent bien autour de ma table. Je continue, et là, on change de page. Maintenant, avec des gros jeux. J'ai aligné aussi quelques gros jeux et j'avais très hâte. Un de ceux-là était le jeu À la gloire d'Odin, Feast for Odin. Je pense que ça devait faire à peu près 1 an et demi que j'avais le jeu dans ma collection. Donc, c'était une belle grosse boîte que j'avais qui était là. J'avais très hâte d'y jouer. Uwe Rosenberg est un de mes designers préférés, mais j'avais pas trouvé la motivation ou le bon groupe ou la bonne occasion de pouvoir le sortir. Pourtant, c'est un jeu que j'avais très hâte de jouer quand je l'ai acheté, mais je pense que ce plaisir-là, c'est comme... Cette hâte-là s'est un peu estompée en me disant bah, c'est vrai, ça va être un gros jeu, ça va être quelque chose de lourd. Mais j'ai finalement eu la chance de l'essayer. Donc, un jeu de moins dans ma pile de la honte. Donc, ma partie. J'ai un ami, Eric, qui est venu me le présenter, qui est venu chez moi. J'ai trouvé ça le fun parce qu'à un moment donné, ça faisait quelques fois que je disais ça. Il disait, hey, c'est un de mes jeux favoris à moi et ma conjointe, qui sont venus chez nous pour pouvoir littéralement me le montrer. Donc, c'était vraiment le fun parce que j'ai pu finalement essayer ce jeu-là. Et bon, j'ai trouvé le jeu très bon.
bon, c'est un gros jeu de Rosenberg. Et là, on dirait que Rosenberg a comme réussi à faire la genèse un peu de tous ces jeux parce que, bon, il est très fort dans le placement d'ouvriers, Agricola, Caverna, Le Havre, que moi j'apprécie beaucoup, c'est des choses qu'il a travaillé beaucoup, mais également récemment, il était parti dans une petite folie de polyominoes, donc des petites pièces de Tetris avec Patchwork ou même la trilogie, le Cottage Garden, Indian Summer et Spring Meadow. Je dirais que il a décidé de prendre ces deux choses-là puis de les mélanger pour faire un jeu absolument énorme. La quantité de choix qu'on peut faire dans Feast for Odin, c'est incroyable. Il y a tellement d'actions sur le plateau de jeu qu'au départ, on est comme « Wow, ok, ça en fait vraiment beaucoup. » Et jumelé à ça, une espèce de petit jeu où on va devoir placer des tuiles pour pouvoir couvrir certains endroits. Donc, on a vraiment un mélange des deux pour pouvoir créer un super jeu. Et j'ai vraiment apprécié mon expérience. C'est un bon jeu. C'est un jeu qui offre des décisions très croustillantes parce qu'on sait jamais exactement où s'enligner. Ma première partie, j'avais beaucoup de misère parce que là, ok, c'est beaucoup d'options à pouvoir gérer. Donc, c'est un très bon jeu, un jeu qui gagne à être joué souvent. Et malheureusement, avec la collection de jeux qu'on a, ou même avec, bon, la chaîne YouTube, je ne veux pas faire petit non plus, mais avec la chaîne, on joue à énormément de jeux différents. Donc, pour moi, c'est assez difficile de revisiter des titres comme ça. Donc, je dirais que les jeux moyens ou lourds sont souvent plus difficiles pour moi à justifier de les conserver dans ma collection parce que c'est pas des jeux qui vont sortir énormément souvent. J'en regarde quelques-uns, mais j'essaie toujours de me limiter parce que, par exemple, je me dis tout le temps, si j'aurais l'occasion de jouer à un Rosenberg, je pense que je jouerais à Le Havre, ou même Agricola, ou même Caverna avant d'y jouer. Donc, c'est pas un mauvais jeu, mais c'est un jeu où sa place est très difficile à pouvoir placer dans ma collection pour le justifier. Donc, malheureusement, La Gloire d'Odin ne fait plus partie de ma collection. Encore une fois, pas parce que c'est un mauvais jeu, mais c'est un jeu qui sortira pas très souvent. Et je suis certain que si j'ai envie d'y rejouer, mon ami Eric va se faire un plaisir de le faire avec moi. Un autre jeu que j'ai joué, et cette fois-ci, c'est mon ami Mathieu qui avait très hâte de me présenter. C'est le fun parce que les gens autour de nous, ils ont des fois des jeux qui aiment beaucoup, puis ils aiment ça vouloir venir présenter. Et moi, ça me fait drôle parce qu'habituellement, c'est moi qui présente les jeux à tout le monde. Mais là, j'ai quelques personnes qui sont venues me présenter leur gros jeu et j'ai pu enfin jouer à Gaia Project. Gaia Project est un peu la suite de Terra Mystica. En fait, c'est littéralement la version 2.0 de Terra Mystica. Bon, je sais, il y a encore certains puristes qui préfèrent Terra Mystica. Pour ma part, j'avais pas été très charmé par le jeu. J'avais joué peut-être 4-5 parties. J'avais trouvé ça bien. C'était bien intelligent, c'était bien pensé. Mais j'avais pas eu énormément de plaisir à y jouer. Donc, quand Mathieu me parlait souvent, il disait qu'il disait « Ah, j'ai joué à Gaia Project, j'ai vraiment aimé ça. » Je crème, pourquoi pas essayer? Viens-t'en, puis viens me le montrer. Donc, j'ai pu essayer ce gros jeu-là et, encore une fois, un autre bon jeu avec plein d'options. Mais je dirais que le jeu coule bien, le jeu est assez fluide et c'est intéressant parce que, encore une fois, moi, souvent c'est ça, les décisions, quand on a des décisions intéressantes à faire dans un jeu, c'est là que le jeu prend toute sa saveur. Dans le cas de Gaia Project, encore une fois, c'est comme un éventail incroyable de possibilités, mais le jeu va très bien, il reprend vraiment les concepts de Terra Mystica parce que, bon, c'est pratiquement littéralement le même jeu, avec, je dirais, à mon avis, beaucoup d'ajouts. Au lieu d'avoir des différentes pistes de dieux qu'il y avait dans Terra Mystica, là, on parle des technologies. J'ai trouvé ça le fun parce que chaque technologie me donnait quelque chose d'intéressant. Donc, on n'a pas l'impression de perdre 3 tours avant d'avoir un bénéfice. J'ai trouvé ça très bien pensé. Bon, encore une fois, c'est seulement une partie à 2 joueurs. C'est un jeu que je vais probablement pas dire non à une autre partie. C'est pas un jeu, encore une fois, que je vais acquérir dans ma collection. Comme je vous expliquais pour Gloire d'Odin, c'est un poids de jeu très difficile pour moi à justifier dans ma collection parce qu'il y en a tellement des bons et c'est difficile de pouvoir les sortir. Un autre gros jeu, et là on est parti dans les gros jeux, encore une fois, un autre ami, cette fois-ci, Marco, qui s'est fait un plaisir de nous présenter On Mars. On Mars, c'est le dernier jeu de Vital Lacerda, tout fraîchement arrivé de Kickstarter. Bon, Vital Lacerda est un designer très très connu pour ses jeux très très lourds, je dirais que c'est des gros jeux de gros calibre. Et moi, c'était dans ma bucket list parce que je n'avais jamais joué à un jeu de Lacerda. J'ai dans ma collection d'ailleurs de Gallerist, que j'ai pas encore eu l'occasion de jouer, mais j'avais jamais joué à Lacerda. Donc, encore une fois, Marco s'est proposé pour pouvoir nous présenter ce jeu-là. On a joué une partie à 4 joueurs de On Mars. Et je tiens à dire que c'était beaucoup de stock. Donc, une grosse heure d'explication pour le jeu, mais le jeu est incroyablement intelligent. Et là, je le dis de manière vraiment là, détachée, c'est vraiment un jeu bien pensé. Le design du jeu est incroyable. Tous des mécanismes qui rentrent, qui viennent tous s'embrancher les uns les autres. C'est un jeu qu'on voit là, le génie du designer en arrière de ça. Mais c'est probablement pas un jeu que j'aurais nécessairement envie de rejouer beaucoup. Et là, je m'explique, j'ai trouvé le jeu excellent, j'ai trouvé ça très bon, mais je pense que c'est peut-être pas nécessairement ma tasse de thé, les jeux qui sont trop longs comme ça, des gros jeux euros, et surtout, c'est des jeux qui pardonnent pas vraiment. J'ai fait quelques petites erreurs, bon, c'est une première partie, ça me dérange pas trop, je suis pas trop stressé avec ça, mais j'ai fait quelques petites erreurs qui ont fait en sorte que je tirais de la patte. Puis bon, c'est pas à cause que j'ai perdu que mon appréciation est moins grande, mais j'ai pu réaliser que c'est le genre de jeu très difficile, et là, d'avoir à le présenter, c'est le genre de jeu que si on a
a l'occasion de jouer plusieurs fois avec le même groupe, ça va devenir très, très intéressant parce que, comme je le disais, c'est un jeu absolument brillant. Donc, toutes plein de choses qui vont se placer les unes dans les autres, ça fait en sorte de générer des effets. Puis là, on pense à long terme, on a des stratégies différentes qu'on peut utiliser. C'est vraiment, vraiment un jeu tellement intelligent, mais on dirait que c'est intelligent juste pour être intelligent parce que c'est beaucoup, beaucoup de choses. Et je sais pas si j'ai vraiment beaucoup de plaisir à travers ça. Et là, je sais que Marco l'aime beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui l'aiment beaucoup, On Mars. Mais je pense que c'est peut-être juste pas trop mon créneau de jeu. Les jeux plus lourds comme ça. Encore une fois, encore moins la chance de les sortir ceux-là. Mais je suis quand même content d'avoir pu essayer On Mars parce que c'est un jeu, le look m'intriguait vraiment beaucoup. J'aimais beaucoup le thème, mais j'aimais aussi beaucoup la façon dont il faisait toutes les choses. Et là, c'est vraiment un jeu brillant. Et ça, j'ai absolument rien à redire sur le design de ce jeu-là. C'est vraiment un 2 thumbs up sur le design. Mais mon appréciation du jeu a été coup-ci, coup-ça, malheureusement. Je continue et j'ai joué quelques parties de Terraforming Mars Turmoil. Donc Turmoil est la dernière extension de Terraforming Mars, qui est un jeu que j'apprécie vraiment, vraiment énormément. Mais bon, j'avais très hâte de l'essayer. Et là, je pense que, comme j'expliquais dans ma critique, je pense que Terraforming Mars va devenir un jeu où je vais choisir les modules. Donc, au lieu de jouer avec toute la totale, que ça va devenir un jeu très, très lourd, très, très long, encore une fois, ça me dérange pas parce que j'aime beaucoup ce jeu-là, mais je pense que je vais y aller vraiment sélectionner différents modules comme ça. Je pense que ça va être mieux pour le jeu. Parce que si j'inclus Vénus, Colonie, ensuite, bon, Turmoil, ça fait vraiment beaucoup de stock qui va se rajouter. Des fois, ça va diluer certaines parties du jeu. Il y a juste Prélude que lui, je vais probablement tout le temps laisser là. Je trouve que les cartes de départ vont vraiment donner une petite saveur au jeu puis une espèce d'idée ou par où aller. Mais sinon, j'ai vraiment apprécié Turmoil. Ça va chercher vraiment quelque chose de différent. J'aime beaucoup le côté politique, le petit plateau de jeu. Ça vient changer les choses puis ça redonne un souffle nouveau à Terraforming Mars, qui est un jeu que j'aime tellement et ça fait du bien de voir un peu quelque chose de différent. Encore une fois, j'espère qu'ils sortiront pas trop de stock. C'est drôle à dire sur un jeu que j'aime, mais je pense que le jeu commence à être assez complet que là, d'y aller par module, ça risque d'être plus intéressant. Je vais continuer ensuite avec un autre jeu que j'ai joué, Gentes. Donc, j'ai fait l'acquisition il n'y a pas trop longtemps de Gentes, qui est un jeu de TMG. J'ai trouvé une version Deluxe, j'étais très heureux parce que le jeu est vraiment magnifique. Bon, la version Deluxifiée de TMG, ils font toujours des jeux, une production incroyable. Et Gentes a vraiment, vraiment de quoi pour me plaire. J'ai joué seulement une partie, mais ce que j'ai aimé, bon, c'est un jeu un peu de civilisation, mais c'est très euro comme jeu. Ce que j'ai aimé vraiment beaucoup de ce jeu-là, c'est la gestion du temps. Donc, la question, quand on va placer des tuiles d'action, on va également avoir des marqueurs de temps. Et là, on a un certain nombre de cases qu'on peut remplir pour le tour avant de terminer notre époque, notre âge. Et là, on va devoir placer nos tuiles comme ça. Et là, chacune des tuiles, des fois, va demander de placer différents marqueurs. Et là, ça va être difficile. Il va falloir faire une gestion incroyable du temps là-dessus. Et j'ai trouvé ça, c'est vraiment l'élément du jeu qui me plaisait vraiment énormément. C'est la gestion du temps. Dans Gentes, ça le fait vraiment très, très bien. J'ai très hâte de rejouer parce que ça m'a donné vraiment un bon feeling. Un bon euro, à peu près 1h30 à 2 joueurs, ma première partie. Je pense que c'est un jeu qui va peut-être pouvoir se jouer peut-être même dans les peut-être 60 minutes à 2 joueurs ou même bon, encore là, différents types de joueurs. J'ai bien hâte de voir la durée du jeu, mais je pense que c'est un bon poids. C'est accessible, c'est intéressant. C'est le genre de jeu qui nous offre des petites combines. C'est vraiment un jeu que j'ai hâte de redécouvrir et celui je l'ai mis très haut dans ma liste parce que j'ai vraiment aimé mon expérience de jeu. Un autre jeu que j'ai joué, c'est Sierra West. Sierra West, un autre jeu qui faisait partie de ma pile de la honte. Et j'ai finalement pu jouer. J'ai joué une partie en solo, j'ai également joué deux parties à 2 joueurs. Sierra West est vraiment, vraiment un 16 intéressant. Et là, j'ai entendu dire qu'à 3 ou 4 joueurs, le jeu était trop long. J'ai pas joué à 3 ou 4 joueurs, seulement 1 et 2 joueurs. Mais j'ai trouvé que le jeu nous offrait tellement des choses intéressantes. C'est un jeu euro, c'est vraiment bien pensé. Il y a 4 modules différents. J'ai seulement joué avec le premier module, mais j'ai trouvé que le jeu était vraiment, vraiment bien pensé. La façon dont on va se déplacer, acquérir des cartes, la manière qu'on va placer 2 petits travailleurs. Et là, on va choisir au début du tour des cartes qu'on va placer et on va les placer dans notre plateau de jeu. Et là, ça va faire un petit chemin. Donc, le petit bonhomme va se promener et il va réaliser les actions une après l'autre. On a 2 tracks comme ça qu'on va choisir et là, ça va être de trouver le bon équilibre, trouver les cartes au bon moment. Et là, j'avais peur au début que ce soit un petit peu trop complexe puis que on se pose trop. Le jeu est très fluide parce que quand on joue à 2 joueurs, pendant que l'autre joueur fait son tour, on peut réfléchir à ce qu'on va faire. Fait que j'ai trouvé que Sierra West a un autre jeu très intelligent, mais celui-là, il se joue vraiment rapidement. Je pense que 45 minutes à 2 joueurs, j'ai vraiment trouvé ça surprenant. Donc, un jeu qui pack vraiment, vraiment beaucoup de mécanismes intéressants en une durée vraiment courte. Sierra West, c'est vraiment excellent. Mais là, je pense que je parle, mais là, faut que je prenne une pause. Faut que je prenne une gorgée d'eau.
Bon, la pause est terminée. Donc, j'ai été rendu avec un jeu que j'ai reçu de Kickstarter encore une fois. Donc, certains qu'on... Il y a beaucoup de projets que j'ai participé l'an dernier, donc il y en a beaucoup qui arrivaient. C'est le jeu Paladins of the West Kingdom. Donc, les paladins du royaume de l'Ouest, qui se trouve être la continuité de la fameuse saga de Shem Phillips, cette fois-ci désignée avec S.J. McDonald. Donc, Paladin, qu'est-ce que c'est? Bon, ça reprend un peu le même thème. Et là, c'est quelque chose que j'aime dans tous les jeux, parce qu'il y a eu la saga des mers du Nord, les pillards de la mer du Nord, les explorateurs et Shipwright aussi. Et je dirais que il y a eu... Chaque fois, il y a tout le temps un jeu qui est un peu plus fort. Je dirais que dans la première trilogie, le jeu Raiders of the North Sea, les pillards, était vraiment le maillon fort. Les deux autres, j'ai joué, mais c'est pas des jeux que j'ai voulu garder dans ma collection. Cependant, les pillards de la mer du Nord étaient vraiment un jeu de placement d'ouvriers très intéressant et les extensions venaient rajouter beaucoup. Donc, lorsque la nouvelle saga, celle de l'Ouest, est arrivée avec Architect, Architect a été un jeu très très populaire à notre table. Ça a été un gros coup de cœur l'an dernier aussi. Et les attentes étaient élevées pour Paladin. J'avais pas joué, j'ai pris un petit peu de temps avant de jouer. Le jeu est un petit peu plus lourd que ses prédécesseurs dans les séries d'avant, mais c'est pas une mauvaise chose. C'est un jeu de placement d'ouvriers, et là, c'était très intéressant, c'est qu'on a des ouvriers de différentes couleurs. Donc, on va devoir gérer les différentes couleurs d'ouvriers de manière à optimiser nos choses ou nos actions. Je dirais que, comme je disais, le jeu est un peu plus costaud que les autres, mais pas costaud par sa complexité, mais par les choix qu'on a à faire, parce qu'on a vraiment beaucoup de choix, on a vraiment des décisions intéressantes à faire. Le seul petit bémol que je pourrais dire, c'est qu'il y a peut-être un petit manque d'interaction. On va placer nos choses sur, tu sais, d'habitude, les placements d'ouvriers, on va chercher des endroits sur un plateau central, mais là, tous les joueurs ont chacun leur plateau, et c'est là qu'ils vont devoir placer leurs ouvriers. Il y a quand même au milieu des endroits où on va devoir se challenger les uns des autres, mais j'ai trouvé ça très intéressant qu'en début de partie, les premiers tours, on va voir c'est quoi les objectifs qui ont marqué les points de fin de partie. Donc, ça va donner le tempo un peu. Et là, au courant des autres tours, après ça, il va y avoir différentes cartes qui vont arriver, des nouveaux endroits, des nouveaux placements qu'on va pouvoir faire. Et souvent, c'est des actions très, très puissantes. J'ai trouvé ça intéressant, le tempo que le jeu avait, malgré le fait que c'est un jeu assez long. J'ai joué une partie à 2 joueurs seulement. J'ai hâte de le revoir. Je ne sais pas si à 4 joueurs, le jeu risque d'être un peu trop long. Si certains joueurs prennent trop leur temps, bon, c'est certain que ça peut devenir un peu individuel, mais c'est un jeu bien pensé. Cependant, ce qui est drôle, c'est que j'en discutais après ma partie, puis je me suis mis à essayer de le placer à travers les autres, parce que j'ai bien aimé ma partie de Paladin. Je trouvais ça un jeu intelligent, c'est bien pensé, c'est différent aussi, et ça reprend un peu... j'aime l'univers, j'aime ça quand un jeu fait une série, et là, l'iconographie est relativement similaire. Pas identique, mais on se retrouve, on a l'impression de connaître déjà un petit peu le jeu avant même d'y avoir joué, avec les différentes icônes qui sont placées, les différentes façons, parce que l'iconographie est souvent très claire. Quand on comprend l'iconographie, le jeu est très très fluide. Et là, je me suis amusé à le comparer avec les autres. Et là, par rapport à Architect et les pillards de la mer du Nord, je pense que Paladin serait peut-être le 3e, mais pourtant c'est un excellent jeu, c'est un jeu que j'ai vraiment beaucoup aimé, mais quand j'y repense, je mets les choses en perspective. Architect avait énormément d'interactions, donc le jeu était basé autour de ça, les différents endroits où on allait placer nos ouvriers, il y avait trop de gens, ça devenait très fort, après ça on les envoyait en prison, les autres joueurs les envoyaient, et là j'ai trouvé que le jeu avait beaucoup d'interactions. Pour Paladin, c'est plus individuel, mais le jeu est très bien pensé. J'ai hâte d'y rejouer, c'est un bon jeu. Comme je dis, c'est drôle de le placer en dernier dans les 3, mais ça fait pas en sorte que c'est un mauvais jeu pour autant. C'est juste que les 2 autres sont vraiment exceptionnels. Mais j'ai bien aimé ma partie de Paladin. Un autre jeu, et là c'est la même compagnie Renegade Games qui a sorti Circadian's First Light. Circadians est un projet Kickstarter que je n'avais pas backé celui-là, mais lorsque le jeu est arrivé en magasin, mon intérêt était piqué. Le design graphique, je pense que c'est on aime ou on n'aime pas, parce que le look est très unique. Pour ma part, j'aime ça, mais je sais qu'il y a des gens à qui j'ai parlé qui m'ont dit que le look les avait turné off, comme ah non, ça n'a pas de l'air intéressant. Encore une fois, le choix du design graphique, on aime ou on n'aime pas, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le jeu en arrière de ça. Et Circadians est un jeu de placement de dés, donc les dés vont servir un peu d'ouvriers, on va les placer sur différents endroits sur le plateau de jeu, et je pense que le jeu réussit bien. Je vous parlais au départ, bon, tantôt, des jeux un peu plus lourds. Celui-là est vraiment un jeu midway, donc c'est vraiment
Pas léger, mais pas lourd non plus. Ça se comprend bien, ça joue quand même bien. J'ai trouvé qu'il y a encore une fois des décisions très intéressantes, beaucoup d'avenues de victoire. Et là, le concept est vraiment le fun parce que on a un plateau de joueurs et là, on va brasser des dés et on va devoir les placer sur différents endroits sur notre plateau. Il y a des endroits qui sont des fermes, donc on va placer nos dés, ils vont générer des ressources qui vont nous servir. Mais il y a également des endroits où que ça va être, on va les envoyer sur le terrain. Et là, au milieu, il y a un paquet de différents endroits. Donc, on imagine, parce que le thème est très intéressant, on arrive sur une planète qui est habitée par des extraterrestres, mais on n'est pas là pour se battre, on n'est pas là pour quoi que ce soit, on est là pour collaborer avec eux, négocier, aller chercher des ressources, faire du troc avec eux autres. Donc c'est très très diplomatique, je dirais, comme concept. Donc quand on va envoyer nos ouvriers vers les différents endroits, c'est là les différentes valeurs de dés qui vont avoir des façons de fonctionner. Mais là, contrairement à beaucoup de jeux, c'est pas nécessairement à cause qu'un dé est élevé que le dé va être bon, parce qu'il y a des endroits très intéressants qui sont avec des valeurs de dés très basses. Et là, il y a beaucoup d'options, mais ça se remplit très vite et le feeling du jeu est vraiment bien pensé. Encore une fois, pas un jeu qui va faire mon top, mais c'est le genre de jeu qui est le fun à sortir parce que ça sort bien. Donc ça offre des bonnes décisions, c'est un jeu qui est très très intéressant. Il y a un bémol, puis ça je trouve ça drôle parce que, vous savez, dans les jeux, souvent on va avoir des cartes avec des ressources marquées, bon, x5 ou x10, des multiplicateurs. Donc, si vous venez à manquer de ressources, vous pouvez utiliser ça. Dans le cas de Circadians, quand j'ai vu ça, bon, encore une autre, des cartes comme ça, mais le jeu, lorsqu'il prend son envol, va générer énormément de ressources. Donc, ces cartes-là deviennent vraiment un must et on s'est rendu compte qu'on s'est servi des cartes tout le temps. Parce qu'au départ, bon, c'est facile, on gère quelques ressources, mais à un moment donné, quand on est rendu avec 20 algues, je pense que calculer 20 petits tokens un après l'autre, ça va être assez long. Donc, on prend des multiplicateurs et on a rapidement fait le tour des multiplicateurs. Ceci dit, le jeu a des façons de faire très, très différentes. Je trouve ça très intéressant. Il y a également des pouvoirs de début de partie qui sont très, très forts. Et là, c'est drôle parce que quand on les prend, on en choisit, on en pige deux, on en garde une. Et là, on regarde nos deux pouvoirs. Waouh, ok, c'est vraiment fort. Mais la plupart des pouvoirs sont vraiment forts. Et je trouve que ça donne vraiment un petit kick au jeu parce qu'on a l'impression de faire quelque chose de vraiment puissant. Et ça va être intéressant d'aller vers cette avenue-là. J'ai une partie que j'ai joué que je générais des dés, donc les dés servent d'ouvriers. Habituellement, les dés, quand on va les envoyer sur différents endroits, ils vont nous revenir. Mais quand on les envoie sur une autre partie du plateau de jeu, ils vont rester là, donc des côtés diplomatiques, des choses comme ça. Et là, on va devoir essayer de gérer nos dés en ayant des dés toujours constamment. J'ai trouvé ça très puissant parce que j'avais jamais besoin d'aller chercher des dés d'une autre façon. Quand j'ai joué une autre partie, j'avais plus ce personnage-là et là, je me suis rendu compte de l'importance des dés parce que là, bon, je me suis mis à placer des dés. Là, oh non, c'est vrai, cette fois-ci, il faut que je génère des dés. Un super bon jeu, je pense que je vais vous le présenter à la chaîne, peut-être faire une présentation, peut-être une critique. J'ai joué quand même quelques parties au courant du mois. Je vais peut-être en jouer quelques-unes de plus pour pouvoir bien faire mon idée autour du jeu. Mais Circadians First Light, un jeu qui, si on réussit à passer par-dessus le design graphique, coup-ci, coup-ça, pour certains, ça va être vraiment un énorme succès, je crois. Je continue encore une fois avec un Kickstarter. Souvent, c'est ça. J'ai fait le tour de mes Kickstarter. Il y en a beaucoup que j'ai reçus et c'est le temps de pouvoir les sortir. J'ai reçu la suite aussi d'un autre jeu qui, malgré le fait que, bon, ce soit pas du tout le même designer, c'est le jeu Reavers of Midgard. Donc, ceux qui ne le savent pas, il y a quelques années un jeu qui s'appelait Champions of Midgard. Un jeu de dés, de placement de dés, où on les envoyait pour pouvoir se battre vers la gloire. J'avais aimé ma partie de Champions. J'en ai joué peut-être 2 ou 3. J'avais trouvé ça intéressant, mais j'ai trouvé que le jeu était comme un peu... il manquait des petites choses. À ce qui paraît, il y a des extensions qui sont venues couvrir ça, et le jeu est vraiment meilleur avec ces extensions-là. J'ai malheureusement pas eu l'occasion d'y rejouer. Donc lorsque j'ai reçu Reavers, j'avais très très hâte, et j'ai joué une partie. Donc une seule partie jouée à 4 joueurs. Le jeu est un placement de prix. Probablement, le plateau est très très joli, mais quand on le voit, on est comme, oh ok, on a l'impression d'être un peu intimidé par le plateau. C'est vraiment vraiment bien pensé parce que le jeu est un jeu de placement d'ouvriers, oui, mais lorsqu'on va placer un ouvrier sur une action, on va pouvoir générer l'action, avoir un bonus. Mais là, tous les joueurs autour de la table vont pouvoir avoir la chance de suivre l'action ou de se reposer, donc pour recevoir des ressources. Ça m'a fait penser un peu à Race for the Galaxy ou même la gloire de Rome un peu plus précisément. Des jeux où un joueur va sélectionner une action, va avoir un bonus intéressant et les autres joueurs vont l'occasion de suivre la même action. Ça veut dire que malgré le fait qu'on a un seul travailleur, on va pouvoir avoir 4 actions qu'on va faire à chacune des rondes. Et là, le jeu se fait en 6 tours, je crois. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que nos actions sont très importantes parce qu'il va falloir baser sur qu'est-ce qu'on a besoin, mais aussi qu'est-ce que les autres pensent peut-être faire. Ma partie à 4 joueurs, c'était difficile parce que j'avais pas l'impression d'avoir beaucoup de contrôle. Quand on joue à moins de joueurs, il y a toujours 4 actions par tour. Donc, si on joue à 3 joueurs, il va toujours avoir une action de plus. Et là, il y a un petit bateau qui se promène. Donc, il va changer de joueur à la fois là, un tour après l'autre. Ça va être une deuxième action qu'on va pouvoir réaliser.
Donc, c'est certain qu'on a un peu plus de contrôle sur qu'est-ce qu'on a besoin, mais le jeu nous offre également des choses intéressantes parce qu'on va pouvoir bonifier nos actions. Donc, quand les joueurs vont sélectionner des actions, on va pouvoir activer nos reavers qu'on va avoir placés sur notre plateau de jeu. Donc, encore là, petit côté d'engine building. Au début, je pensais que ça allait être plus prenant, mais finalement, bon, ça devient assez difficile à gérer ça, mais ça va générer des actions de plus. Donc, on va pouvoir essayer de trouver des petites combines intéressantes et pouvoir pallier au fait qu'on n'a pas nécessairement besoin de cette action-là, mais un autre joueur va l'avoir fait, donc pourquoi pas en retirer un bénéfice. Le jeu vient avec un mode à 2 joueurs que j'ai vraiment hâte d'essayer parce qu'à 2 joueurs, on va avoir 2 bateaux chacun, donc deux ouvriers. Donc on va avoir beaucoup plus de contrôle et un peu comme Race for Galaxy, c'est un jeu que j'aime beaucoup à 2 joueurs, particulièrement plus qu'à plusieurs joueurs parce que je l'aime quand même, mais je pense que Reavers va peut-être briller parce qu'on va plus avoir de contrôle sur qu'est-ce qu'on fait. On va moins avoir l'impression de subir qu'est-ce que les autres nous font comme action, mais malgré tout, ça reste un jeu très bien pensé. J'ai été surpris, je pensais pas voir un concept un peu comme Gloire de Rome à travers un jeu de placement d'ouvriers de cette façon-là. J'ai trouvé que c'était bien pensé. Encore une fois, est-ce que le jeu va passer l'étape du temps puis de plusieurs parties? Je ne sais pas, mais je sais que j'ai très hâte de le réessayer à 2 joueurs parce que j'ai l'impression qu'on va avoir plus de contrôle sur qu'est-ce qu'on va faire et on va pouvoir vraiment plus optimiser nos tours. Un autre Kickstarter, et là celui-là, c'est pas un Kickstarter que j'avais backé parce que j'avais pas assez proche de le faire, mais lorsque la campagne est arrivée à sa fin, des fois il faut faire des choix, la preuve avec la quantité de Kickstarter que j'avais reçu, disons qu'il faut faire des choix sur lesquels on prend, mais on a reçu In the Hall of the Mountain King. Donc, moi, j'avais pas ma copie, mais un ami à moi avait une copie supplémentaire lors d'un achat de groupe et il me l'a offert. Et là, quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est ma deuxième chance. J'avais pas assez proche de le backer à ce moment-là, mais là, je l'avais pas fait. J'ai décidé d'y aller avec ça et j'ai joué quelques parties. Un autre jeu que je vais probablement vous présenter à la chaîne parce que je l'ai beaucoup aimé. Et là, c'est drôle parce que ma première partie que j'ai jouée a vraiment été différente des autres. Bon, j'en suis présentement à, je pense, 3 parties. Ma première partie à 4 joueurs. Les joueurs autour de la table ont trouvé ça correct. Moi, j'ai beaucoup aimé parce que j'ai vu le jeu, qu'est-ce que le potentiel que le jeu avait nous offrir. Mais notre partie a été assez spéciale. Là, c'est drôle parce que bon, des fois, on peut se faire une idée après une partie, mais ça peut être un peu traître parce que c'est pas nécessairement comme ça que toutes les parties vont aller. Bon, oui, il y a des jeux que après une partie, on voit déjà un peu le pattern, mais là, j'ai trouvé que ma deuxième partie des jeux-là, 2 joueurs, était complètement différente. Et là, j'ai vraiment trouvé ça drôle parce que la première partie, on a creusé dans In the Hall of Mountain King, qu'est-ce qu'on va faire? On va devoir, premièrement, on est des trolls, et là, je trouve ça original d'avoir des trolls au lieu d'avoir des nains habituels dans des cavernes, dans les montagnes, et on va devoir creuser des différents tunnels pour pouvoir aller chercher des statues, donc on va placer des piédestals, essayer de tirer ces statues-là et les placer comme ça. Quand on va creuser nos tunnels, on va débarrer des ressources comme ça, et avec ces ressources-là, on va pouvoir justement construire différentes choses. Donc, le concept du jeu est très intéressant, le thème était très amusant, des polyominoes, j'aime ça, placer des tunnels, mais vraiment le gros point positif, le gros point fort de ce jeu-là, c'est la cascade de trolls. Là, je m'explique, c'est quoi? On va avoir une pyramide, donc on va avoir 4 si on veut, trolls qui vont générer des ressources. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Quand on va recruter un nouveau troll, on va venir le placer sur un des endroits, donc comme pour faire une pyramide. Et là, lorsqu'on va le placer, on va recevoir les ressources de ce troll-là, mais aussi les 2 ressources du troll en dessous. Donc, quand on va agrandir la pyramide, on va toujours activer tous les étages. Donc, ça fait en sorte que quand on place la 10e carte au-dessus, on va faire une cascade comme ça et on va activer toutes ces cartes-là. Le petit hic, le petit bémol, c'est que quand on va recevoir des ressources en faisant une cascade de trolls comme ça, eh bien, les ressources vont aller directement, vont rester sur les cartes. Et si on régénère une autre cascade plus tard, et ils ont déjà des ressources, malheureusement, ils ne pourront pas en générer des nouvelles. Donc, on va toujours essayer de passer ces ressources-là en premier. Il y a des moyens de mitiger ça, de tirer des ressources vers notre supply pour les mettre de côté. Mais j'ai trouvé que ce concept-là était vraiment bien pensé. Et là, c'est drôle parce que, comme je vous expliquais, ma première partie, on est vraiment allé fort sur les statues. On a fait beaucoup de creuses, on a creusé beaucoup de tunnels, essayé d'aller chercher des statues. On a pris notre temps, on a essayé d'explorer ça, on est allé chercher beaucoup de statues et on s'est rendu compte que les statues donnaient vraiment beaucoup de points et ça nous a donné vraiment une impression que c'était vraiment pratiquement une des seules façons de faire du jeu. Et là, j'ai trouvé ça drôle parce que ma deuxième partie que j'ai jouée, on a fait presque aucun tunnel. On a été chercher une statue. La partie s'est jouée sur le côté engine building de notre cascade de trolls. On est allé très rapidement pour nos trolls et là, on a essayé de retirer le plus de ressources de luxe, si on veut, parce que quand on crée des tunnels avec une ressource qui s'appelle le Hearthstone, le minerai le plus rare, ça nous donne plus de points. Donc là, au lieu de faire un paquet de tunnels puis de s'étendre un peu comme ça et prendre notre temps, on est allé vraiment rapidement pour essayer de générer des ressources payantes, faire des tunnels payants. Les statues ont vraiment
vraiment été mis de côté et la partie a été très différente et c'est ça que j'ai trouvé le fun. Lors de ma troisième partie, là, ça a été un peu plus un hybride. Là, je me suis dit, bon, ben, je vais y aller avec les trolls, essayer de générer des ressources, mais là, je vais essayer de voir si je peux faire un peu en faisant plusieurs choses et j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que le jeu a beaucoup plus qu'il laissait penser à la première partie. Donc, j'ai vraiment hâte de pouvoir redécouvrir ce jeu-là parce qu'il y a un mode à 2 joueurs, donc en fait à 2 contre 2, en équipe. Et je pense que ce mode-là risque d'être particulièrement intéressant parce que, bon, quand on fait nos tunnels comme ça, on essaie d'aller vers le centre de la montagne, c'est plus payant pour les statues, des choses comme ça. Mais lorsqu'on joue à 2 joueurs, on va pouvoir unir nos tunnels et rallier nos forces pour pouvoir justement essayer d'optimiser ça et de travailler en équipe. Et je pense que ce jeu-là risque de vraiment avoir un beau cachet si on est venu pour jouer à 4 joueurs de cette façon-là. Je pense que ça risque d'être vraiment la bonne façon de jouer parce que à 2 et 3 joueurs, j'ai trouvé ça plus agréable qu'à 4. Donc je pense que si à 4 on joue avec les tunnels comme ça, les tunnels communs en 2 contre 2, ça risque d'être très intéressant. Je continue maintenant sur un jeu et là, récemment, moi et Vincent, on a fait une vidéo ensemble parce que bon, dans les jeux que je vous ai parlé, j'ai participé au VinceCon. Bon, ok, c'est une petite façon de dire, une belle fin de semaine de jeu chez Vincent, donc on était beaucoup là et ça a été très amusant de pouvoir jouer à plein de jeux, d'où la petite blague du VinceCon, comme un peu le GenCon ou quelque chose comme ça. J'ai trouvé ça le fun parce que justement, bon, on a pu essayer plein de jeux et on a pu également tourner une vidéo, donc une vidéo de nos déceptions. Je vous invite à aller voir ça sur la chaîne. Vidéo, bien sûr, c'est des déceptions, donc c'est toujours controversé. Il y a des gens qui sont d'accord et des gens qui sont pas d'accord. Mais il y a un jeu que je tenais mordicus d'expliquer et c'est le jeu Les Tavernes de la Vallée Profonde, donc Taverns of Tiefenthal. Le jeu avait beaucoup de buzz, beaucoup de traction. C'est un jeu de Wolfgang Warsch qui nous a donné Les Charlatans de Belcastell, qui était très populaire, un designer très high profile, donc c'est vraiment très prolifique, fait d'excellents jeux, des choses comme ça. Donc j'avais très hâte d'essayer. Le thème me plaisait beaucoup, et une taverne, d'avoir à gérer une taverne comme ça, un côté deck builder, un côté dice drafting, placement de dés sur notre plateau, tous des éléments que j'aime vraiment beaucoup. Donc mes attentes étaient peut-être élevées à cet effet-là, et je savais pourtant que c'était un gateway, donc c'est un jeu très léger. Le jeu vient de base, mais il nous offre également différents modules qu'on peut rajouter. Inutile de dire que tous les modules auraient été dû être dans le jeu de base. J'ai joué ma première partie avec seulement un seul module et je me suis rendu compte vraiment que le jeu avait des grosses lacunes là-dessus. Je sais que le jeu est très populaire. Je veux pas juste bâcher sur un jeu pour bâcher sur un jeu populaire pour faire réagir, mais j'ai trouvé que le jeu nous offrait tellement peu de décisions. Et j'en parle souvent des décisions parce que moi, c'est ça dans un jeu. Je vais avoir l'impression de faire des décisions qui sont importantes, qui valent la peine, mais là, j'ai eu l'impression de jouer sur l'autopilote. On paye sur play, bon, on fait nos choses. Les dés, il n'y a pas beaucoup de choix. Tu sais, je vous parlais tantôt dans Circadians. Peu importe la valeur du dé, on a des choses à faire avec les dés. Donc, on a vraiment beaucoup d'options. Et c'est de trouver ça. Dans les tavernes, nos options sont tellement limitées. C'est évident, si on a un 6, il va aller à cet endroit-là. Si on n'en a pas, il s'en va dans la dombe. Il va nous donner un peu d'argent, un peu de bière, un peu de choses comme ça. J'ai trouvé ça dénudé d'intérêt. Les décisions qu'on faisait étaient vraiment pas le fun. Puis, sur un jeu de 8 tours, il y a 2 ou 3 tours dans une partie. Des fois que il se passe pas grand chose, il se passe rien, on génère presque rien, on a l'impression d'avoir perdu notre temps. Malheureusement, le jeu avait beaucoup de potentiel, puis je sais qu'il y a beaucoup de monde qui l'aime beaucoup, mais moi, ça a été vraiment une déception. Puis je suis pas tout seul, je sais que JP aussi a été déçu, puis je pense que, encore une fois, le jeu est un peu sur le pilote automatique, et ça, pour moi, c'est vraiment inacceptable. Je dirais qu'il manque vraiment quelque chose pour gagner l'intérêt. Dommage parce que les attentes étaient là, et le thème me plaisait beaucoup. J'ai bien hâte de voir, justement, là, bon, qu'est-ce que les gens vont en dire, mais c'est certain que pour moi, c'est un gros pass. J'ai d'ailleurs vendu ma copie à un ami qui, lui, était très content de l'avoir parce que c'est le genre de jeu qui va pouvoir sortir en famille. Maintenant, je continue et là, je pense que mon quoi de neuf commence à durer assez longtemps. J'essaie d'être concis dans ce que je dis. C'est certain que je ne vous parle pas nécessairement en long et en large de tous les jeux. À un moment donné, bon, faut que je fasse des choix. Mais un des gros coups de cœur que j'ai eu, c'est un jeu qui a eu une première campagne Kickstarter l'année passée et on est sur le bord de le recevoir. Ceci dit, je sais que le jeu avait eu beaucoup de buzz l'année passée, mais sa distribution avait été très petite. C'est le jeu Smartphone Inc. Donc le jeu est sorti, je pense, l'an dernier, ou peut-être même il y a plus que, peut-être je pense 2018. Mais le jeu a une distribution très limitée. On a eu la chance d'ailleurs à la chaîne d'avoir une copie. Vincent a une copie. Et c'est un jeu qui, j'avais très hâte de l'avoir. Donc je l'ai backé sur Kickstarter. Mais là, bon, la copie devrait arriver éventuellement. J'ai mis ça de côté un peu. C'est pas grave. On en attend beaucoup comme ça. Et mon hype meter était descendu et c'est correct parce que bon, j'avais pas reçu le jeu encore. Et là, j'ai eu la chance de jouer une partie de smartphone. On a joué à 5 joueurs. Et là, on se dit, oh, 5 joueurs, ça risque d'être quelque chose.
Ça a duré à peu près 90 minutes. Un jeu absolument incroyable. J'ai tellement hâte maintenant de recevoir ma copie. Et là, je suis content de ne pas l'avoir essayé avant parce que là, j'ai hâte. Là, je regarde, je me dis comme, OK, c'est quand ça arrive parce que je pense que j'ai vraiment hâte d'y rejouer. C'est un jeu, probablement, où on va devoir gérer un empire de cellulaires, donc des smartphones. On va devoir générer des smartphones, des caisses de téléphone, de produits et les vendre. Et là, il y a un petit côté food chain magnate que j'ai bien aimé, du fait de vendre à un certain prix. Donc, si on vend moins cher, on va peut-être avoir la primeur pour vendre nos appareils. Sinon, si on a le marché, on peut les vendre plus cher puis quand même réussir à vendre nos choses. Le jeu est très bien pensé. C'est un jeu très intelligent. J'ai trouvé ça le fun parce que ça coule bien, ça joue bien. Le thème est vraiment super. Beaucoup de tension entre les joueurs. On a joué, comme je disais, à 5 joueurs et c'était vraiment amusant. J'ai vraiment hâte d'y rejouer. Là, je pense que nos copies sont dues pour arriver soit au mois de février ou au mois de mars. C'est certain que quand je le reçois, c'est un jeu que je vais sortir énormément parce que Smartphone Inc. a vraiment été un énorme coup de cœur pour moi et j'ai très hâte maintenant de recevoir ma copie. Bon, ça fait le tour un peu des jeux que je voulais vous parler. Écoutez, je pense que j'aurais eu à pouvoir vous en parler pendant longtemps. J'ai beaucoup d'autres jeux que j'ai décidé de mettre de côté. Peut-être même vous en parler un mois prochain, peut-être attendre quelques parties, mais j'avais vraiment hâte de vous montrer un paquet tous ces jeux-là parce que c'est un segment que j'aime beaucoup. Ça permet de parler en rafale de beaucoup de jeux, oui, mais de pouvoir des fois aussi avoir des premiers avis. Donc, c'est certain que c'est pas une critique que je fais nécessairement, c'est pas une présentation à long et à large, mais ça permet de pouvoir y aller rapidement sur un jeu après l'autre. Mais maintenant, quel a été votre coup de cœur du mois de janvier? Quelle belle découverte ludique avez-vous fait? Ou sinon, même comme ça, avez-vous un des jeux que je vous ai parlé qui vous intéresse, que vous aimeriez que je fasse une vidéo dessus? C'est certain que je mentionne souvent des titres que j'aimerais faire, des critiques, des présentations, des choses comme ça. Mais ultimement, qu'est-ce que vous voulez, vous? Y a-t-il des jeux dans ceux-là que je vous ai parlé qui vous intriguent, que vous aimeriez que je revisite un peu plus, que je vous en fasse part, une présentation, une critique ou plus en détail comme ça? Ça va toujours me faire un plaisir de pouvoir discuter avec vous. Donc là, je commence à manquer de voix un peu, je pense que je suis dû pour un grand verre d'eau. Alors, c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine! Hey JP, je vais réussir ma résolution.